Je construis un filet à brouillard pour extraire l'eau de l'air du désert et créer une forêt dans l'ouest du Texas. Nous avons construit cela avec une quantité minimale d'eau. Entre les trajets jusqu'au puits d'eau le plus proche et l'utilisation du bulldozer pour capter les inondations, toute goutte d'eau dans le désert est précieuse. Le rêve est de faire fonctionner un système de collecte d'eau passif et facile à entretenir à partir de l'atmosphère, là où il n'y a pas d'eau de surface. Toute eau que je peux capturer entre les rares épisodes de pluie, cela ressemble à un rêve. Et pendant que je construis ce filet, et si nous découvrions que la nature a déjà trouvé une meilleure solution? Je cherchais un tissu 8 par 10, mais j'ai seulement trouvé du 6 par 12. J'utilise au mieux les madriers de moins de 8 pieds, les poteaux en T et un autre madrier comme renfort. Comme ça, la récolte du brouillard est simple et fonctionne partout, même sans brouillard comme à San Francisco. Si vous pensez à un verre de thé glacé par une chaude journée au Texas, les gouttelettes d'eau qui se forment sur le verre, ce ne sont pas des fuites, c'est de la condensation qui provient de l'air qui circule autour du thé glacé. Le brouillard n'est qu'un nuage posé sur le sol, et même lorsque je suis dans le désert de Chihuahua, en regardant autour de moi, même cet air-là contient de l'eau. Ce filet à brouillard ressemble à un grand filet de tennis vertical, mais diffère par son matériau et son tissage. Le but n'est pas d'arrêter l'air, mais d'intercepter les gouttelettes d'eau quand ils traversent le filet. Lorsque les vents dominants poussent l'air à travers la maille, une partie de l'eau tombe, littéralement. Et quand suffisamment d'eau se forme, elle se condense en gouttes et la gravité fait le reste. L'eau s'égoutte vers le bas. Le filet lui-même est la technologie, mais la stratégie réside dans l'emplacement. On ne peut pas simplement installer un filet n'importe où et s'attendre à ce que cela fonctionne. Certaines choses sont évidentes, comme éviter de le mettre sur la route ou d'entraver le passage des véhicules et remorques. Mais la chose la plus importante, c'est l'élévation et l'exposition directe au vent dominant. Je construis ce filet à brouillard sur ma haie-brise extérieure, et ce n'est pas un hasard si je le place sur la haie-brise, car c'est le premier endroit où les vents dominants forts soufflent sur mon camp. Chaque épisode de pluie, à l'exception d'un seul, vient de l'est-nord-est, c'est-à-dire la direction vers laquelle cette haie-brise est orientée, et 90% de nos tempêtes de vent viennent de la même direction. Le temps et les efforts pour installer cette haie-brise en valèrent la peine. Au printemps, nous ajouterons de nombreux pins d'Afghanistan et quelques arbres clés pour vraiment briser ce flux d'air. Il faudra encore 4 ou 5 ans avant d'avoir des arbres brise-vent efficaces. L'idée de ce filet à brouillard est provisoire. Lors de rares vents rapides et humides, nous pourrons peut-être capter un peu d'eau. Un des commentaires fréquents sur la chaîne est « Avez-vous envisagé ?» suivi de suggestions comme planter leur arbre préféré ou installer un filet à brouillard. Mais ce que personne ne fournit jamais, ce sont des instructions ou des indications. Si vous cherchez des filets à brouillard en ligne, il n'y a pas des milliers de résultats. Et ceux que je trouve sont destinés aux organisations non gouvernementales ou sont situés en dehors des États-Unis. Il est très difficile de trouver un matériau facilement disponible pour acheter un filet à brouillard sur le marché national. J'ai trouvé des instructions très utiles d'un gars en Californie, une liste de pièces avec code Stock Keeping Unit pour Home Depot, ce qui simplifie tout. Cependant, trouver le filet à brouillard reste difficile. J'ai mis longtemps à sortir de l'idée de chercher ce type de maille plutôt qu'un vrai filet à brouillard. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, j'ai compris, c'est de la toile d'ombrage, filet à brouillard, presque pareil. Trouver un vrai filet à brouillard demande trop d'efforts et coûte plus cher qu'une toile d'ombrage à 20 $. J'ai donc choisi la toile d'ombrage et l'appelle filet à brouillard. Il y a certainement des moyens d'améliorer cela.
La circulation de l'air est vraiment importante sur un filet à brouillard. Cette double couche par rapport à la couche simple influence vraiment les performances. Vous comprendrez bientôt pourquoi je ne m'inquiète pas trop du flux d'air dans ce filet. J'ai finalement opté pour une toile d'ombrage. C'est une toile d'ombrage 30%, considérée comme le meilleur compromis entre aération et surface. Je fais cet épisode à cause de Plasma Channel, qui a créé un extracteur d'eau de 20 000 volts capable de récupérer l'eau de l'air dans les déserts. Il explique clairement que cela dépend du contexte et que c'est prévu pour le brouillard côtier. Je ne suis pas sur la côte, je suis à 800 km du plan d'eau le plus proche et sans brouillard, donc cette solution n'est pas idéale. Pour te le prouver, je vais utiliser une technologie que nous connaissons tous, rien de sophistiqué ou de compliqué. J'ai acheté quelque chose de totalement absurde ici, un déshumidificateur. Ce n'est pas un souci habituel, mais je le laisserai tourner toute la nuit. Nous avons un surplus d'électricité en hiver le matin quand l'humidité est sa maximale et que la condensation d'eau est la plus probable. Je vais vous montrer ce qui se passe. Et ensuite, nous allons voir ce qui fonctionne réellement ici. C'est une solution naturelle, sans besoin d'électricité. D'accord, ça a fonctionné toute la nuit. Vous voyez cette petite goutte d'eau. C'est un déshumidificateur standard ayant fonctionné toute la nuit. C'est toute l'eau qu'il a recueillie. Que j'utilise un filet à brouillard ou de l'électronique pour collecter l'eau, ce n'est pas une méthode efficace ici, je dirais. Conditions actuelles, 63 degrés Fahrenheit et 30% d'humidité, proche de la moyenne annuelle. Je suis assis ici dans ma cabane. Ceci est une ancienne buanderie des champs pétrolifères de l'ouest du Texas. Investir ici et dépenser de l'argent est une décision importante. Ce n'est pas un projet financé par des donateurs, je n'ai qu'une toute petite quantité de subventions. La plupart des revenus viennent de cette chaîne YouTube. Je gère ça seul avec l'aide précieuse de Daniel, employé à plein temps, ancien super bénévole. Et surtout, c'est grâce à vous qui regardez la chaîne que tout cela existe. Si j'avais construit ce filet correctement, en dépensant environ 500 $ pour des matériaux et des tuyaux métalliques, en m'assurant qu'ils ne plient pas avec le vent et avec des haubans, le coût pour, vous savez quoi, avant de vous montrer le coût, regardons comment le filet s'est comporté au cours des dernières semaines dans des conditions réelles de désert. C'est la première fois qu'on vérifie le filet à brouillard de nuit. Allons voir son état. C'est sec, 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 complètement sec. Vérifions ce matin. Il fait plus humide à 43%. Non. Sec comme un os. Il n'y a rien. C'est très sec. Montez ici au filet à brouillard. Voyons ce que nous avons. Il fait frais et agréable ce matin. Mais il n'y a pas d'humidité. Ça fait 5 ou 6 jours. J'ai vérifié chaque matin et je ne vois rien, je n'ai pas d'humidité. Le plus drôle, c'est que je vais marcher jusqu'à la Duali et aller jusqu'à mon pick-up. Je vais vous prouver qu'il y a de l'humidité ici ce matin. Maintenant, on vient par ici. On voit qu'il y a de l'humidité. On distingue même les gouttelettes d'humidité sur le capot du camion. Comme vous le voyez ici où il est écrit « poussière », le camion a pu capturer l'humidité là où le filet à brouillard n'a pas pu le faire.
Et pas seulement ce camion. C'est le capot de mon F250. Et le pare-brise de mon F250, si vous regardez mon pick-up, vous pouvez voir l'humidité qui coule dessus. Si vous regardez le pare-brise, vous pouvez le voir, le toit, il y a de l'humidité. Mais cela ne sera pas capté par un filet à brouillard. Il ne fonctionne pas dans le désert, donc j'espère que ça mettra fin à l'idée des filets à brouillard. En extrapolant les données de ma station météo, je peux faire des projections sur le nombre de gallons d'eau que je pourrais accumuler sur une période d'un an avec un filet construit de la manière la plus idéale et ça revient à 5 dollars par gallon. C'est beaucoup d'argent, surtout qu'en ville, je peux l'acheter pour 600 le gallon, en incluant le coût pour l'amener jusqu'ici. Ou bien depuis le puits, où ça me coûte 2 ou 300 le gallon en le tirant du puits de mon voisin. Comparé, il est bien plus coûteux d'extraire de l'eau de l'atmosphère, surtout là où elle manque déjà. Je n'ai pas fait cet épisode pour vous décevoir. YouTube s'intéresse beaucoup aux filets à brouillard dans les déserts, qui sont utiles, mais il existe une méthode bien plus intelligente. L'un de mes livres préférés de tous les temps est de Nassim Taleb. Il s'appelle Antifragile. Pensez à ce qu'est ce filet à brouillard, à son infrastructure, et surtout aux matériaux que j'ai utilisés pour capturer la rosée ou le brouillard potentiel, c'est extrêmement fragile. L'abus de ce système le fait s'effondrer, et son entretien demande temps, argent et effort. Or, avec ces 500 dollars, si je créais un système adapté au désert, antifragile qui, contrairement à un filet à brouillard, ne nécessite ni entretien ni maintenance. Et si j'installais des plantes adaptées au désert pour récolter l'eau à ma place? Et avec le temps, non seulement elles récoltent de l'eau, mais elles utilisent cette eau pour produire plus de biomasse afin de récolter encore plus d'eau, de manière plus efficace. Je vais vous montrer comment nous collectons l'eau dans le désert et combien cela coûte. La route est tellement chaoteuse que, même si c'est une norme, je ne prends même pas la peine de le mettre ici, parce qu'on descend. Avec une pente moyenne de 3 à 5% sur tout le trajet, il est plus simple pour un gros camion de rouler en roue libre. Quand je passe une vitesse, les secousses taux avant-arrière sont insupportables. Mais ce n'est pas terrible quand je le laisse simplement rouler en roue libre tout le long. Et les paysages ici, ils sont vraiment incroyables. C'est vraiment pas loin. C'est la première fois que j'utilise cette remorque. Ce sera un cafouillage. Problème résolu. Alors, oh non, ne. Oh d'accord. Le tuyau est en place. Tout est prêt. Voyons voir. Il nous manque le couvercle qui... Ce n'est pas bon. Où manque-t-on de couvercle?
Très bien, c'est parti. Puissance. Ne commençons pas l'appareil branché. D'accord. Pourquoi est-ce que j'obtiens une erreur? Ça monte à 1050 puis stagne. Ceci est un générateur de 2000 watts. Maintenant, on est à 60 Hz. Eh bien, je ne sais pas pourquoi il aurait indiqué 50 plus tôt. 50 Hz 0. Eh bien, la pompe n'est pas censée consommer autant de puissance. Nous avons déjà vu pas mal de court-circuits sur ce câble. Il va falloir remplacer le câble du puits. Après le court-circuit, je suis revenu au camp la nuit et je suis maintenant au centre de la zone de travail. Je prépare de l'hydrogel pour que demain je puisse répandre et faire tout un tas d'amendements de sol et bien les mélanger dans la zone de plantation. Nous sommes souvent séduits par ces solutions high-tech innovantes, alors que la nature a déjà résolu ce problème. Le budget du Fognet était de quelques centaines de dollars. Que puis-je faire avec ce budget pour maximiser la biomasse afin qu'elle récolte l'eau de l'air? Les cactus et l'herbe sont la première étape. Contrairement à un système high-tech qui finit par tomber en panne, une prairie accumule de l'énergie avec le temps. C'est centropique, pas anthropique. Au lieu d'un système d'entropie, où il perd constamment de l'énergie, nous pouvons développer un système de centropie. Un système qui accumule énergie, ressources, eau et humidité avec peu d'intervention humaine. J'ai déjà préparé un endroit près du camp pour construire un tel système. Voyons ce que nous pouvons faire avec quelques centaines de dollars. Verdir cet endroit et recueillir l'eau de l'air. Une étape clé pour préparer la plantation est de décompacter. Je n'aime pas appeler ça du sol, car là où on travaille, c'est du caliche, un ciment naturel aussi dur que la roche. C'est pourquoi il faut un bulldozer avec un ripper fait maison pour tout arracher. J'aimerais l'améliorer avec un vrai ripper, mais cela coûte 7000 dollars. Comparé à mon ripper maison à 200 dollars, on comprend mon choix de solution de fortune. En déchirant, on ajoute aussi des éléments clés au sol. Du fumier de cheval a déjà été mis ici, d'où la couleur brune de la terre. Et la première chose avec laquelle je commence, c'est l'hydrogel. L'hydrogel est un produit synthétique. Il retient jusqu'à 400 fois son poids en eau. Il est souvent utilisé dans le terreau et les couches pour bébés. C'est la raison pour laquelle, quand votre enfant va aux toilettes dans sa couche, elle gonfle jusqu'à atteindre un volume impressionnant. C'est l'hydrogel qui agit. Nous ajoutons cela à la surface, puis nous utilisons le ripper du bulldozer pour tout mélanger et réduire le gel en plus petits morceaux. Cette eau est totalement accessible aux racines, et nous voulons l'enterrer le plus profondément possible pour favoriser leur développement en profondeur. Les déjections de vers sont un compost particulier, ce sont leurs excréments. C'est un peu dégoûtant à imaginer, mais c'est totalement sans danger à manipuler. Il n'y a rien de pathogène, aucun risque pour l'homme. Vous voyez, je ne porte pas de gants pour manipuler cette matière. C'est vraiment propre, et l'intérêt c'est que cela augmente un peu la capacité du sol à retenir l'eau, mais l'essentiel c'est vraiment la microbiologie du sol. Il y a beaucoup de bons champignons, de bonnes bactéries et d'autres microbes du sol présents dans les déjections de vers. Je répands cela comme une sorte d'incubateur pour la biologie du sol. Et je n'en ai pas trop de biochar dans ce tonneau. Le biochar débute comme du charbon de bois classique, similaire à celui du barbecue, mais sans liquide d'allumage. On ajoute le préfixe bio car on y met nos propres amendements.
J'ai acheté ceci pour 800 $ le mètre cube auprès d'un fournisseur au Colorado. Livraison incluse car les sacs sont vraiment lourds. Et c'est broyé, ultra 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 fin. C'est pourquoi je porte souvent un masque respiratoire au travail. J'aurais dû en mettre un pour cet épisode, mais j'ai pris des raccourcis, ce qui n'était pas une bonne idée. Pour charger ce truc, on ne met pas simplement du charbon sur le sol, car il a une charge électronique et il peut aspirer les nutriments du sol, là où ils ne sont déjà pas abondants à la base. Donc on triche un peu. On accélère ce processus en ajoutant des nutriments au charbon pour éviter la concurrence avec le sol. Nous avons ajouté émulsion de poisson, urine, phosphate de roche, balles de riz et d'autres ingrédients clés, si bien qu'en versant ce charbon du baril, ce n'est plus du charbon mais du biochar. Les principaux avantages du biochar sont doubles. Premièrement, il y a la microbiologie du sol, le même type de microbes que l'on trouve dans le compost de verre. Nous voulons introduire cela dans le charbon. Le charbon a une surface spécifique énorme, et comme ses pores sont microscopiques, il offre aux microbes du sol une petite maison sûre où vivre. Et d'ailleurs, l'eau pénètre très bien dans ses pores aussi. Le charbon retient 3 fois son poids en eau. En mélangeant fumier de cheval, lombricompost, hydrogel et biochar, puis en les incorporant profondément au sol, nous créons un microclimat aussi favorable que possible pour les plantes désertiques, tout en le rendant toujours adapté à ces plantes. Nous rendons ce sol désertique sain. Nous ne cherchons pas à faire de cet endroit des terres agricoles de l'Iowa. C'est donc le niveau maximal souhaité pour le sol lors des premières implantations, car au printemps et en été, nous cultiverons des spécialistes du désert, mesquite, paloverde, jéjubie, des espèces très résistantes. Je vais admirer mon œuvre. Et ensuite, j'amènerai Daniel ici avec le bulldozer pour tout mélanger. D'accord, maintenant. J'adore cette vue drone de la zone de plantation. Je pense que vous remarquerez une énorme différence entre le moment où nous avons commencé avec du fumier répandu partout sur le sol avant de planter la première graine. La preuve de tous ces amendements du sol que nous avons faits a presque disparu. Et même si c'est un peu triste, j'aime voir mon travail. C'est mieux car ce qui est enterré ne risque pas d'être emporté par le vent. Ces graines sont faites pour survivre à l'hiver. Si vous avez déjà jardiné, vous reconnaîtrez sûrement plusieurs de ces plantes. Aucune de ces plantes n'est adaptée au désert, mais elles tolèrent la sécheresse et consomment peu d'eau. Notre but est de retenir les amendements et matériaux fins dans mon sol limoneux et argileux pour éviter qu'ils ne soient emportés par le vent. Ainsi, au printemps, nous pourrons planter les pionniers résistants comme le mesquite. Il y aura un bon sol avec une microbiologie déjà amorcée et qui contient déjà un certain degré d'humidité. Ce que vous me voyez planter, c'est du seigle céréal. C'est simplement pour éviter que tous les amendements et le travail que j'ai fait ne s'envolent avec le vent. C'est juste pour maintenir le sol pendant l'hiver. Au printemps, nous allons vraiment nous concentrer sur un système adapté au désert, avec tout, du mauve globe aux haricots tépéry en passant par le mesquite. Nous allons mettre en place un système d'agroforesterie sans tropique, avec de nombreuses plantes indigènes et quelques exotiques.
où l'idée principale est d'avoir une utilisation tridimensionnelle complète du paysage, des couvre-sols, des graminées, des arbustes, des petits arbres et des grands arbres. Nous voulons tout cela. La quantité d'eau captée par un filet à brouillard dépend directement de sa surface. En créant une forêt désertique en 3D, nous maximisons la surface. Cette structure tridimensionnelle est traversée par le vent et toute l'eau contenue dans cet air. Et comme les plantes évapotranspirent, le point de rosée de ces surfaces peut être plus bas que ce qui serait possible uniquement avec la température de l'air. Et c'est ce qui rend possible la formation de la rosée. En fait, des plantes comme l'opuntia, le cactus et les graminées ont une surface importante dans un espace réduit. Ainsi, de nombreux animaux sauvages locaux comme les chiens de prairie, rats kangourous, lapins et petits animaux obtiennent leur eau en buvant directement la rosée. Et cela n'était possible que parce que ces plantes sont adaptées pour extraire toute l'eau possible de l'air. Je sais que ce n'est pas une comparaison équitable, c'est comme comparer des pommes et des oranges. Parce qu'au moins, l'eau récupérée par un filet à brouillard peut être consommée comme eau potable et utilisée dans un système d'agroforesterie. À moins que je veuille boire de l'eau sur les feuilles, ce n'est pas vraiment de l'eau potable, mais cela fait pousser des fruits, et les fruits contiennent du jus. Je ne peux pas justifier de dépenser 500 $ pour 10 gallons d'eau par an, alors que je pourrais facilement transporter cette quantité dans mon pick-up. Créer une forêt dans le désert est mon objectif, mais d'après mes tests, les filets à brouillard sont surtout une grande distraction. Ils n'ont absolument aucun sens pour mon emplacement. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur utilité. Si vous êtes dans un désert côtier où il y a du brouillard, c'est-à-dire le Chili, la Namibie et peut-être quelques endroits, là, ça a du sens. Pour un gaz au Texas, à 800 km de la côte et presque sans brouillard, ce n'est pas une bonne idée. Si vous aimez les solutions créatives pour l'eau dans le désert, regardez cet épisode. Ce gel retient 100 fois plus d'eau que le sable.